Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous entamons la dernière partie du programme du MPSI qui va concerner une partie donc induction. Alors, cette partie induction, déjà il y a quelques nouveautés quand même dans cette partie, mais surtout, elle va nécessiter l'utilisation des parties mécaniques et électriques, en particulier en régime sinusal forcé. Enfin, de toute façon, les deux. Mécanique stationnaire, électrocinétique stationnaire, mais aussi en régime sinusal forcé. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas au point sur ces notions-là, il faut impérativement aller les retravailler avant même que je vous conseille de démarrer les chapitres 3 et 4 que nous ferons la semaine prochaine. Alors commençons par ce chapitre un peu hybride, qui est un chapitre d'introduction de notions, essentielles évidemment pour la suite des chapitres, mais qui n'est pas, en tant que tel, vous n'allez pas être vraiment interrogé précisément sur ce chapitre. Alors, on commence par des rappels de définition. D'abord, on va parler de champ magnétique. Alors, on a déjà manipulé cette année sur le chapitre sur la force de Lorentz, pardon. Mais donc ici, on va revoir ce qu'est un champ, vous l'avez déjà vu évidemment en première. Donc un champ, on parle d'un champ lorsque vous avez une grandeur qui est définie en tout point d'un espace. Donc, on a déjà parlé, hein, je vais poser des questions, un champ de température, un champ de pression, un champ de vitesse. Par exemple, le vent, on peut regarder la direction du vent, etc., le vecteur vitesse. Le courant marin, donc le vecteur vitesse de l'eau. Voilà. On peut avoir évidemment le champ électrique, le champ magnétique. Qu'est-ce qu'on a comme autre champ? On peut avoir un champ de masse volumique, différentes grandeurs en tout cas. Et parmi ces grandeurs, on peut distinguer des grandeurs scalaires et des grandeurs vectorielles. Donc, scalaires, évidemment, scalaires comme ceci, et les vectorielles, vous commencez à avoir l'habitude, hein, qui sont donc définis vectoriellement et non pas simplement par la norme de la grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une petite chose quand même, que les champs vectoriels peuvent être représentés vectoriellement en associant, si vous avez des lignes de champ. Alors, les lignes de champ, ce sont des lignes qui repèrent en fait qui relieraient tous les vecteurs champs les uns aux autres. Donc, par exemple, là vous avez le champ B, un champ B ou un champ n'importe quoi, un champ de vitesse par exemple, un champ de vitesse comme ceci. En tout point de cette ligne de champ, le vecteur vitesse est tangent. Donc là, ligne de champ, en noir, ce sont des lignes de champ. Voilà, la ligne de champ et la tangente de ces lignes du champ par rapport à ces lignes de champ. Alors maintenant, on va passer au champ magnétique, différents ordres de grandeur. Champ magnétique créé artificiellement par nous, comment est-ce qu'on peut le faire, les ordres de grandeur qu'on est capable de créer, les champs magnétiques naturels, et également les lignes de champ justement associées aux vecteurs champ magnétique. Donc, comme vous avez travaillé ce petit document, on va aller assez vite. On va passer directement à la page suivante et pose des questions. Tout là, hop. Maintenant, les questions, on arrive ici. Alors, passer les documents avec les représentations des lignes de champ. On en aura besoin certainement tout à l'heure. Alors, une chose quand même qu'on va commenter, ça c'est à encadrer, à retenir, à surligner, à je ne sais pas. Voilà. Vecteur champ magnétique, ici. Donc, vecteur champ magnétique, eh bien, il faut impérativement retenir, comme il s'agit d'un vecteur, vous avez forcément un point d'application, le point en lequel vous exprimez le champ magnétique, bon ça c'est pas trop compliqué. Direction et sens, alors la direction c'est tangent à la ligne de champ. Alors comment est-ce qu'on peut trouver la ligne de champ, par exemple, sur cet exemple ici? Voilà, les lignes de champ, vous pouvez les voir, je vais les faire en surbrillance.
hop, hop, hop. Ici, vous avez comme ceci, voilà, comme ça, d'autres. En fait, c'est la limaille de fer. Alors, c'est un matériau ferromagnétique, ça s'appelle, qui va s'orienter dans les lignes de champ, qui va s'orienter comme le champ magnétique, parce que ce matériau va subir une force magnétique, la force que vous connaissez, la force de Lorentz, alors qui ne sera plus exactement la force de Lorentz, mais plutôt la force de Laplace, on verra plus tard, et donc s'oriente dans la direction du champ magnétique. Alors, donc maintenant, hop, je reviens où j'étais, donc la direction tangente de champ. Voilà. Alors le sens arbitraire, évidemment, et on a décidé, donc ça c'est à retenir, que les lignes de champ vont du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant. Donc ça c'est impératif, vous êtes obligé de retenir ça, c'est une convention, mais il faut la retenir. Alors les dimensions, les unités, Tesla, de symbole grand T, et parfois on vous donne la conversion avec des grosses, etc. Parce que l'unité de Tesla, en fait, c'est une grosse unité, et le champ magnétique terrestre, eh bien, c'est de l'ordre de 10-5 Tesla, par exemple, pour voir à peu près la comparaison. Donc ça, à retenir, pôle nord vers le pôle sud. On va voir comment est-ce qu'on peut repérer un pôle nord d'un pôle sud. Alors, on peut peut-être le faire tout de suite déjà. Ici, en fait, je l'ai écrit un peu plus loin. Là, vous avez un aimant droit, et en fait, on peut écrire... Il est écrit autre part, c'est écrit autre part. Le pôle nord, c'est le rouge. Nord d'un aimant et le rouge. Donc voilà, à retenir ceci. Déjà, la convention va du pôle nord vers le pôle sud, et autre convention à retenir, le pôle nord d'un aimant est représenté en rouge. Alors maintenant, dans ce document, vous avez le champ magnétique terrestre, on va en parler tout à l'heure. Alors, question 1, où le champ magnétique peut-il être mis en évidence? On prend déjà l'exemple qui est juste au-dessus, et puis on a parlé à plusieurs reprises, le champ magnétique terrestre. Alors, c'est lui qui nous protège des particules cosmiques. En fait, le champ magnétique terrestre fait que les particules venant du système solaire vont converger au pôle nord, majoritairement au pôle nord et au pôle sud. Et en fait, ce qui nous protège des orages magnétiques ailleurs. Donc, champ magnétique terrestre. Vous savez bien tous les petits aimants permanents que vous avez, que ce soit sur le frigo, enfin voilà, bref, les aimants permanents. Ou les matériaux ferromagnétiques qui peuvent être aimantés, matériaux ferromagnétiques, aimantés par contact ferromagnétique. Quand est-ce qu'on touche encore quand est-ce qu'on a besoin, ou quand est-ce qu'on fait appel à un champ magnétique? Bien, tout ce qui est détection de particules, accélération de particules, vous avez vu dans le document. C'est pour ça, accélérateur plutôt, de particules, en CERN, etc. Alors, si vous devez passer un IRM, imagerie par résonance magnétique, et vous rentrez dans un tunnel, dans un compartiment à caisson dans lequel règne un champ magnétique. Après, évidemment, vous avez les pulsars, qui sont les sources de champs magnétiques les plus intenses. Qu'est-ce qu'on peut voir au Japon, en particulier? Le train à suspension magnétique. Alors j'écris à lévitation magnétique. Qu'est-ce qu'ils utilisent encore? Les dispositifs qui n'existent pas encore, hein, mais pour un jour pouvoir utiliser la fusion nucléaire, dispositif de fusion, il faut confiner confiner les particules. Et pour confiner les particules, champ B intense. Très intense. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore réussi, réussi à mettre au point un dispositif de fusion.
Alors, deux façons, parmi tous ces champs-là, on peut distinguer deux types de champs magnétiques. Soit on crée des champs magnétiques à l'aide, dans le champ magnétique, on va dire naturel, matériaux aimantés, naturellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'un matériau est aimanté naturellement? En fait, c'est que vous avez existence de petits courants à l'intérieur de... Alors, je mets entre guillemets, évidemment, c'est pas comme ça qu'on va le détailler proprement, vous le ferez si vous poursuivez la physique beaucoup plus tard. De petits courants internes. En fait, vous avez des dipôles magnétiques internes avec les atomes se comportent comme des petites sources de courant. Et par contre, pour les autres sources, tout ceci, pas celui-ci, ceci, etc. Tout ça, c'est créé par des passages d'un courant. Passage d'un courant. Alors d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais ici, si je rajoute plus, ce sont des champs magnétiques non voulus, entre guillemets non voulus, non désirés, non souhaités. C'est pas vraiment non souhaité, mais parasite, si on peut dire. Dès que vous avez une prise, enfin un fil électrique lié au passage d'un courant dans un fil. Donc vous avez le chargeur de votre téléphone, la prise qui vous permet d'alimenter votre bouilloire, peu importe, tout ça, passage d'un courant électrique, champ B. Non souhaité, on ne cherche pas à fabriquer un champ B quand vous êtes en train de d'alimenter votre bouilloire. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va continuer donc à répondre aux questions tranquillement. Alors, je n'ai rien oublié ici, c'est bien la suite. Alors, on doit schématiser les lignes de champ créées par un aimant droit. Alors, si je reviens sur l'aimant droit qui est ici, l'aimant droit est ici, alors je le reprends. Vous voyez là, donc vous avez un pôle nord, un pôle sud, Justinet, un pôle nord, un pôle sud. Donc si je reprends ici, ce qui se passe, un pôle nord, un pôle sud. Oh là. Hop, voilà, un pôle nord, un pôle sud. Je vous montre bien que le pôle nord et le pôle rouge là, voilà. Les lignes de champ, comme on l'a vu, alors sont orientées en fait, enfin, on l'a vu, grâce à la limelle de fer, vont être orientées du pôle nord. En fait, vous avez des incursions comme ça, du pôle nord vers le pôle sud. Alors les lignes de champ en elles-mêmes ne sont pas orientées, mais c'est le champ B qui va l'être. Alors vous avez quelque chose comme ça, et en fait, quand on est loin comme ça, là comme ça poursuit évidemment. Continue. Là, voilà. Et d'après ce qu'on a dit, comme les lignes de champ sont orientées du pôle nord vers le pôle sud, et bien vous avez des champs, il y a un champ B comme ceci. Vous avez des lignes comme ceci orientées. Et par contre, donc au sein de l'aimant, le champ B, pardon, sur l'alignement du champ B, on a quelque chose comme ça, on a un champ B orienté comme ceci. Dans la longueur de l'axe de l'aimant, pardon, dans l'axe de l'aimant, selon l'axe de l'aimant, parce que vous avez bien quelque chose qui se produit comme ça. Alors, si vous avez un aimant en U maintenant, on va regarder ce qui se passe. Vous auriez dû faire ce TP évidemment, ou vous l'auriez vu en ligne en vrai. Hein. Alors, si je prends le surligneur, et bien, donc ici on voit qu'on a des lignes qui vont du pôle. Alors, on va voir que le pôle rouge est ici, le pôle nord est ici. Quelque chose comme ça ici. Et ensuite à l'intérieur, dans l'entrefer, alors je le fais un petit peu mal, mais on a des lignes droites. Et on a un champ, donc si les lignes sont droites, on va avoir un champ uniforme à l'intérieur de l'aimant U, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un champ. Donc là, on a quelque chose comme ça, etc. Voilà. Et je vais les orienter, je vais le refaire en dessous ici. Donc vous avez un aimant U, comme ceci, avec du rouge
L'autre pôle nord est ici. Le pôle sud est là. Le pôle sud est là. Et donc, on a bien des lignes qui sont orientées comme ça, du nord au sud. Et par contre, à l'intérieur, là, dans l'entrefer, un champ uniforme. Je vais l'écrire ici. Remarque, champ uniforme, c'est-à-dire même valeur, même norme, même direction dans l'entrefer de l'élément en U. Donc, je rappelle, même sens, origine, pardon, direction, j'aurais dû mettre ici, direction, sens, norme. C'est ça que ça veut dire. Alors, un fil parcouru par un courant. On revient aux expériences, aux photos. Alors, un fil parcouru par un courant, voilà le fil parcouru par un courant, hop, comme ceci. Donc, si je mets un courant I comme ceci, on voit que vous avez des, en rouge, des cercles concentriques de l'émail de fer autour, ça peut mal faire, bon, autour du fil. Alors, on verra comment orienter, donc selon l'orientation du courant, comment orienter le champ B. Donc, je vais le faire là, ce sera une première fois que vous le verrez. Je prends un fil parcouru par le courant, j'oriente le courant I, on va dire comme ça, I, comme ceci. Donc ça, je l'oriente, c'est un choix. Et bien dans ce cas, les lignes de champ vont être orientées grâce à la règle de la main droite. C'est vrai que ça, il faudrait que je pourrais me filmer pour vous montrer ça. On va prendre l'image sur laquelle c'est. Voilà la règle de la main droite. Alors il faut que le courant, on le fera plus tard, hein, mais là, vous avez votre pouce correspond. On va pas le faire maintenant. Hop, voilà. On fera tranquillement après. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, là, c'est juste l'orientation des lignes de champ. L'orientation des lignes de champ. Les cercles concentriques, comme ceci. Et alors, en fait, vos doigts, donc le champ B, orienté comme ça. Hop, B. Voilà. Maintenant, un solénoïde. Alors, un solénoïde, c'est une chose que vous allez devoir. Une chose, c'est un système. Je vais l'écrire quand même. Solénoïde, donc c'est une bobine en fait, en roulement de fil. Bobine, c'est-à-dire enroulement de fil, mais pas n'importe lequel. Enroulement de fil tel que la longueur du solénoïde va être, donc si je l'appelle L, va être très importante devant le rayon R ici. Le rayon R du solénoïde. J'aurais dû prendre des lignes comme ça. Donc là, vous avez un enroulement de fil comme ceci. Voilà. Hop, et donc, tel que R, très inférieur à L. Alors, ordre de grandeur, on va dire R inférieur à L sur 10. Inférieur ou égal à L sur 10, on va dire, à peu près. Évidemment, si à L sur 5, ça voudrait dire que vous utiliserez l'hypothèse du solénoïde. Alors, on verra tout à l'heure le solénoïde infini. Donc ça, c'est tel que, donc c'est une bobine suffisamment longue. Tout ça, vous avez un enroulement de fil comme ça. Alors maintenant, comment est le champ B créé par ce solénoïde? Ici. On l'a ici. Hop. Ah non, voilà. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez les lignes de champ, je vais vous présenter en rouge. Hop, la limaille de fer, comme ceci. En fait, donc on a des lignes qui semblent en fait diverger aussi. Ça ressemble curieusement en fait à un aimant. Alors, on ne voit pas suffisamment, mais ça va ressembler, on verra dans le cours de demain. On fera une analogie quasi stricte entre le champ créé par un solénoïde et le champ créé par un aimant droit. Et en fait, on va avoir des lignes qui vont, on ne le voit pas sur cette image, mais qui vont s'échapper comme ça et se reboucler sur l'autre face du solénoïde. Donc si je représente, on va avoir, alors, et en fait ce qui va nous donner qu'on va avoir
va pouvoir identifier, donc, dès le cours de demain, une phase B, un pôle nord et un pôle sud sur le solénoïde également. Donc voilà les lignes de champ. Et une spire circulaire parcourue par un courant. Alors là, je prends la spire. Ça c'est le champ B. Un courant I, comme ceci. Et alors là, eh bien, pour trouver la direction, donc si on a un courant I comme ça, pour trouver la direction et le sens du champ, là on va utiliser la règle de la main droite. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez utiliser vos doigts pour faire le tour, vos 4 doigts, index, majeur, annulaire et auriculaire, vos 4 doigts, pour enlacer le courant, la spire. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Ça c'est le dessin à part. Je vais reprendre. Donc, je prends une autre spire pour le dessin. Vous prenez vos doigts, donc ça c'est l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, qui sont de votre main droite, pardon, et vous avez votre pouce, vous n'avez pas le choix, votre pouce de la main droite, qui est, j'exagère, hein, c'est vraiment pour vous montrer, qui est orienté vers le haut. Donc en fait, et là, je vais refaire ça, hop, respire, et les mains, hop, comme ça, je refais le pouce maintenant, le pouce est là, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, qui enlacent dans la même direction que le courant I que j'ai orienté comme ça. Donc là, comme s'il faisait le tour de la spire, vos mains entourent la spire, mais dans le même sens. Donc là, le courant I qui a été choisi dans ce sens-là, vous avez ça. Et là, sans vous tordre les doigts, de votre main droite, attention, règle de la main droite, eh bien le champ B va être donné par la direction donnée par votre pouce. Hop, le champ B orienté comme ceci. Donc, ça revient à ce qui est fait un tout petit peu plus bas avec ceci. Donc là, vous avez les lignes de courant qui sont orientées, je vais les représenter. D'après l'orientation des doigts, vous avez le courant I qui est orienté comme ceci. Comme ceci, collé à vos doigts. Là, il n'y en a pas qu'une spire, il y en a plusieurs. Vous avez ça. Et donc, le champ B, eh bien, est orienté selon le pouce. Et donc, vous avez un champ B orienté comme ça. Donc ça, c'est la règle de la main droite ou la règle du tire-bouchon. De la main droite. Tire-bouchon que vous tournez. Entre guillemets. Voilà. Donc si on poursuit, là on a fait les lignes de champ pour toutes la spire circulaire, c'est fait. Donc oui, le champ B. Et donc comme ceci, si vous avez une spire orientée de cette façon-là. Alors, la remarque que j'avais faite tout à l'heure au niveau de la borne rouge du pôle nord, de l'élément permanent, c'est parce que moi on était en gris. Hop, voilà. Alors, que pouvez-vous dire du champ magnétique créé dans notre fer d'élément U? On y a répondu tout à l'heure, en fait, j'avais oublié cette question. Champ uniforme. Champ uniforme dans l'entrefer. L'entrefer de l'élément U. Donc, c'est l'intérêt, c'est d'avoir de créer un champ de même norme, même direction, même sens, dans un aimant particulier, dans un aimant permanent. Que pouvez-vous dire du champ magnétique créé sur l'axe du solénoïde? Alors, sur l'axe du solénoïde, on va regarder sur ce document ici. On s'aperçoit, donc je vais faire les lignes de champ donc, sont comme celle-ci. Et on s'aperçoit qu'en fait, sur l'axe, uniquement sur l'axe, étant donné que les lignes sont quasiment parallèles, on va avoir aussi, là c'est pareil, c'est encore plus visible, hein, plus on a un nombre de spires important, là on a quelques spires dans le solénoïde, là c'est un solénoïde un peu plus long, mais plus justement qui se rapproche mince de la définition du solénoïde, presque infini, solénoïde.
Champ magnétique uniforme. Uniforme. Alors, maintenant, application. Alors, ça, justement, on va maintenant passer au solénoïde infini. Alors, c'est marqué long. Ici, entre guillemets, en fait, vous allez passer à EO. Infini. Hop, infini. Et à ce moment-là, si vous avez un solénoïde infini, vous allez pouvoir, donc là, c'est à retenir, à apprendre, parce que c'est exigé dans votre programme. Vous apprenez la formule donnant le champ B créé par un solénoïde infini. Alors l'année prochaine, vous démontrerez cette expression pour savoir d'où est-ce qu'elle vient. Alors comment faire déjà? On va déjà la commenter, je vais l'écrire plus bas ici. Donc on a B. Déjà hypothèse, hop là. Hypothèse, solénoïde infini, hypothèse à vérifier. Est-ce qu'il s'agit d'un solénoïde infini? Solénoïde infini. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors infini, c'est si vous avez considéré, évidemment infini, ça n'a pas de sens en physique, hein, mais nulle part d'ailleurs. C'est si vous allez avoir une longueur qui va pouvoir être considérée plus importante, pardon. Elle va être plus importante que 10 fois R, supérieure ou égale à 10 R avec R le rayon. Là, on pourra considérer que L, en fait, le vrai L très supérieur à R, mais on pourra considérer qu'il est infini dès qu'il y aura un facteur 10, même comme je disais tout à l'heure, dans certains exercices, un facteur 5 pourrait suffire. Si L très supérieur à 10, L pardon, très supérieur à R, vous pourrez considérer qu'il s'agit d'un solénoïde infini. Dans ce cas, le champ B a l'expression, prend l'expression B égale mu0. Alors le mu0, la constante, la permittivité diélectrique du vide, N, I, E, Z. Alors, plusieurs choses qu'on va commenter déjà. N, petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc N sur L, c'est-à-dire nombre de spires par unité de longueur. Donc directement, si vous avez 100 spires sur une longueur de 1 mètre, 100 spires, 100 mètres moins 20. Donc là, vous avez le nombre de spires. La longueur, elle est ici. Et là, c'est R. Donc voilà ce que vous avez. Alors maintenant, les spires, il faut les orienter selon le passage du courant. Donc le I, si je l'oriente comme ceci, alors je vais tout refaire. Je vais prendre une gomme parce que c'est mal fait et vous n'allez rien voir. On va refaire tout ça. Alors. Ça sera peut-être plus lisible pour vous quand même. Voilà, maintenant je fais respire. Mince. Le solénoïde comme ceci, ici. Et ça. Voilà. Et donc les spires, hop. Là, normalement, elles sont jointives. Pour qu'on les voit bien, je les fais comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais les orienter selon l'orientation de I. Alors, ça peut être complètement arbitraire. Si j'oriente I comme ceci, donc I, voilà. Dans toutes les spires, évidemment, de la même direction. Hein, donc, c'est un enroulement de fil parcouru par un courant E. Je ne suis pas obligée de les mettre toutes. Bon, voilà. Alors, si on reprend la règle de la main droite, vous prenez votre main. Je vais essayer de le faire en vert ici. Vous prenez vos doigts. Vous allez avoir un champ B, donc les doigts qui vont entourer la spire. Vous allez avoir votre main droite, le pouce qui est fait, hop, comme ceci, donc ici. Et donc vous avez un champ B qui va être orienté comme ceci. L'axe UZ
étant donc orienté dans ce sens-là. Alors avec le I positif, pardon, si ce I est positif, si vous avez un courant I positif, vous aurez un champ B orienté par, selon moins EZ, pardon, selon plus EZ. Si I est négatif, on marque, si I est inférieur à 0, B sera selon moins EZ. C'est assez évident tout ça. Donc voilà ce que vous avez. Et maintenant, donc qu'est-ce qu'est la question quand même que nous regardions ça, c'est là. Alors on vous demande, vous avez un solénoïde. Quel lien pouvez-vous faire entre l'intensité du champ magnétique et la répartition des lignes de champ? Ah, donc ça veut dire qu'il faut commenter ces deux photos. Alors on s'aperçoit qu'ici, le champ B est proportionnel à I. B, norme du champ B, proportionnel à l'intensité du courant. Et là, vous avez donc plus vous avez alors un champ B intense, bon, on a B proportionnel à I, et aussi B, pardon, ça peut être important, ici en tout cas, proportionnel à N, le nombre de spires par unité de longueur. Par unité de longueur. Et là on s'aperçoit, entre ces deux solénoïdes, qu'il y a beaucoup moins de lignes de champ représentées qu'ici. Et en fait, le nombre de lignes de champ, la densité du nombre de lignes de champ, densité des lignes de champ augmente, les lignes de champ augmente avec B, avec l'intensité de B, avec la norme de B, avec la norme de B, avec la norme du champ B. Donc plus vous avez un champ B intense, ce qui est le cas ici parce que vous augmentez le nombre de spires pour un nombre courant, et bien vous augmentez l'intensité du champ B, et en visuel, vous avez une augmentation du nombre de lignes de champ. Alors là, on vous demande maintenant application numérique, détermine le champ magnétique créé par une bobine de 500 spires, de longueur 50 cm parcouru par un courant 0,8 A. Bon, voilà, j'ai un problème d'unité, d'écriture unité. Donc là, on va faire l'application numérique, 500 spires, 0,8 A et 50 cm. Donc, c'est parti pour ça, on est ici. Donc, norme de B, le champ B est donc égal à mu 0 n i, c'est-à-dire 4 pi 10-7, n 500 spires sur 50 cm, sur une intensité de 0,8 A. Donc en faisant l'application numérique, est-ce qu'on peut simplifier? Oh, bah, on peut simplifier en gardant simplement les pi. Si on veut un ordre de grandeur, enfin, si on veut l'application numérique exacte, 3,2 10 puissance moins 4, bon, en fait oui, 4 fois 8, 3,2 pi 10 moins 4 Tesla. Et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qu'avec. Alors, les gens remarquent. Champ B terrestre, en ordre de grandeur, c'est 10 moins 5 Tesla. Donc ça veut dire que rien qu'avec un petit solénoïde, c'est très facile à faire comme ça. 0,8 A, c'est pas énorme. 500 spires, c'est pas énorme. Vous pourrez voir ça l'année prochaine parce que cette année en TP, ce sera pas possible. Et avec un petit courant et 500 spires sur une longueur de 50 cm, vous êtes capable de créer un champ magnétique plus intense que le champ magnétique terrestre. Donc BT inférieur à B créé par un solénoïde de TP en fait, par un, je vais mettre entre guillemets, un solénoïde entre guillemets de TP. Donc très facilement on dépasse l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre. Ça c'est bien à retenir, le champ magnétique terrestre est très faible. Dernière question non, avant-dernière question pour aujourd'hui. Alors les deux spectres magnétiques peuvent-ils correspondre à un champ magnétique? Justifiez votre réponse. Alors, ce que l'on voit, c'est pas très visible. Alors là, déjà, on voit les lignes de champ, c'est de la limaille de fer. Voilà, comme ceci. Bah, a priori, ça pourrait correspondre à un champ créé par un fil. En fait, si on avait un fil ici, mince. Si on avait un fil ici, parcouru par un courant I qui vient vers nous,
Là, par exemple, fil parcouru pour un I qui venait vers nous, par exemple, ou peu importe. Il n'y a pas de souci. Par contre, ici, vous voyez que les flèches, voilà, mais toutes les flèches divergent. Toutes semblent diverger d'un point ici, un point, on va l'appeler D, justement, d'un point divergent. Or, parmi, on verra ça plus tard, l'année prochaine en l'occurrence, en fait, le champ magnétique ne peut pas diverger. Donc, impossible. Le champ magnétique ne peut pas diverger d'une seule source. Il ne peut pas diverger sans reconverger. Il ne peut pas diverger d'une seule source. En fait, il n'existe pas de monopôle magnétique. On écrit comme ça, il n'existe pas de monopôle. Ce serait un simple pôle, monopôle magnétique. Il y aura forcément un dipôle, deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Jamais de monopôle magnétique. Et donc, dernière question. Alors, dernière question. Donc, on va orienter un axe ici. Disposé sur une échelle graduée c'est la différentes sources de champs magnétiques évoquées. Alors, là, l'échelle va falloir faire une échelle ouverte parce qu'on va devoir aller de 4,7 10-5 Tesla. Non, c'est ce que j'ai fait. 4,5 10-7 Tesla, 10-5, et le champ magnétique terrestre. Et voilà. Donc, là, si je prends une échelle ouverte, alors je représente. Donc 4,7, c'est sa valeur, la norme du champ magnétique terrestre, 10-5 Tesla. Retenez 10-5 Tesla. Donc champ B créé par la Terre terrestre. On va être obligé d'ouvrir l'échelle parce que, donc là, je remarque que c'est B en Tesla. Et le champ le plus intense qu'on ait présenté, là je l'ouvre encore à l'échelle, c'est qu'on avait pu pas mesurer, mais évaluer, pardon, c'est le champ magnétique créé dans les pulsars. Donc là, 4,4 10 puissance 18, le sein des pulsars. Vous voyez, c'est énorme la différence. Alors les champs magnétiques les plus forts créés par l'homme, peut-être que les deux sont encore améliorés. Donc je vais garder la valeur de il y a quelques années, c'est 91,4 Tesla. Champ mag créé par l'homme. Vous avez ça. Donc ça c'est vraiment pendant quelques comment subsides de secondes. Enfin c'est des micros. On est incapable de garder ça pendant très longtemps. C'est extrêmement rapide. Et par contre un Tesla, alors ça devient assez courant dans les IRM. L'ordre de grandeur, les champs magnétiques créés dans les IRM, les aimants en néodyme. Choses comme ça. Alors je ne rajoute pas trop de valeur. Retenez ça comme ça, champ magnétique terrestre, les aimants, enfin les champs habituels entre guillemets, on est capable de créer, habituels, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment il faut du matériel, c'est pas vous avec vos petites mains et nous avec le matériel de labo qui sommes capables de faire ça. Et l'ordre de grandeur des champs les plus intenses qui pourraient être mesurés dans la nature. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, et on poursuit par là, la suite du chapitre, par contre, ce sont des nouveautés. Donc là, ce sont des choses à maîtriser, sur les lignes de champ, ce qui concerne les lignes de champ à maîtriser, mais on n'en fait pas davantage. Bonne journée.